Le 31 décembre 75 minuit دخلنا الفيكي قالوا لنا غادي نحطوكم في الحدود باش الى هجم المغرب يلقاكم نتوما عاوتاني كيقول لك غادي نصيفطوكم غير 3 شهور وتجيو بان لك كلشي مطوق كلشي الجندي مسلح بري كلشي موجود كلشي يعني معولين على دعاوي الشر معولين على ويعاود لا معولين على الحرب. Sa Majesté estimait qu'on ne peut plus faire la guerre de notre temps, d'abord parce que vous ne pouvez jamais la finir, la guerre. Nous n'avons pas fait de représailles, on aurait pu faire de représailles, mais on aurait abouti à quoi? On avait non seulement prévu ces expulsions, mais on s'est rendu compte que le gouvernement algérien avait prévu à la frontière algérienne que les Algériens seraient expulsés en contrepartie, et il y avait des centaines de cars et de camions. Et à leur grande surprise, ils ont attendu là-bas pendant 2 semaines ou 3 semaines, les cars là-bas. Nous n'avons pas expulsé là-bas parce que ce n'est pas dans nos traditions de nous venger de cette manière, surtout sur des enfants et des femmes, etc. Le Maroc, à l'époque, avait une stratégie de dire « je suis chez moi au Sahara ». La marche verte a eu donc son objectif a été atteint. On est sur place. C'est cette vision officielle du Maroc qui a amené que toute crispation, outre mesure, et que toute escalade, même verbale, était plus ou moins contrôlée. Bien sûr, ça ne fait pas ça fait un résultat désastreux pour les victimes. Mais la nation était là pour essayer de panser leur plaie, d'amortir le choc, même si au niveau de chaque famille, de chaque personne, c'était des fois des drames. Mais des fois, la stratégie politique ne donne pas beaucoup de place au drame personnel. نهار اللي جينا لفولي كانت بنت اختي عندها تما واحد البنت لأنها كانت مطلقة وقلعوها لها عطوها لبوها وصيفطوا امها بوحدها كانت عندها 3 سنين ما شافتها حتى تحلت الطريق متزوجة تحلت الطريق وجاتها هي والراجل ديالها. البنت امها مغربية وبوها جزائري يقولوا كيقلعوا لها البنت ديالها ولا ولدها قلعوا لها في الحدود عند البوليس ولا عند العسكر. انا ما بغيتش نخليها عند العسكر ولا عند البوليس قلت نفضل نخليها لبوها باها يكون عندها بعدا شاد بنته ما نهملهاش. ملي هادي 14 عام اللي تبلعت الحدود من تما ما شفتهاش صافي ما شافتني غير هكذا هدرت شي مره ولا هدرت لها شي مره صافي. انا باش نمشي يحرقوا كما راه يحرقوا الناس راه الناس تحرق باش يحرقوا ما حرقش ودي ما قديش خفت من التمرميد ولا خوتي ما سخاوش بيا باش نطلع بالطياره نمشي للدار البيضاء ونطلع ودي قلت الجهد ما عنديش الجهد باش نطلع للدار البيضاء ومن الدار البيضاء نمشي حتى الجزائر ومن الجزائر نهود نتكركب حتى لبشار وين راه بشار ها هو غير هنا حدانا. Nous avons évidemment commencé les interventions d'usage, c'est-à-dire qu'on va aux affaires étrangères, qu'on fait une protestation, qu'on demande à voir le ministre, qu'on demande à voir le secrétaire général. Tout ça, on l'a fait, bien entendu, ça fait partie des interventions, mais l'opération avait atteint une telle dimension. Bien entendu, Rabat a été tout de suite alerté. Sa Majesté avait envoyé une mission, d'abord une première mission où il y avait le sous-secrétaire d'État, Boulay Ahmed Cherkaoui, avec M. Bahnini. Je suis donc allé avec eux, parce que j'étais ambassadeur, et les réponses que nous avons obtenues à cette époque-là étaient vraiment très insuffisantes. C'était décevant, vraiment décevant. J'estimais que c'était un acte de souveraineté. Si on veut chercher une explication chez les Algériens, ils n'en ont pas. Mais ça ne peut correspondre qu'à la Marche verte et à la Amgala, c'est tout. Amgala était une défaite cuisante et la Marche verte était une défaite encore plus cuisante.
On n'avait pas de système photo, donc nous nous contentions uniquement d'envoyer des dépêches, assez courtes d'ailleurs, d'autant plus qu'on n'avait pas non plus l'autorisation de faire des commentaires. Certains journalistes se contentaient d'être présents. Et puis, en recherchant leurs écrits quelque part dans la presse, il n'y avait pratiquement rien. Au moment des expulsions, les marcheurs sont encore au Sahara. La presse marocaine et de nombreux représentants de la presse étrangère ont fait le déplacement pour couvrir cet événement unique dans l'histoire contemporaine. Le refoulement des 350 000 Marocains passera presque sous silence. Le gouverneur est venu, les caïds, les autorités locales étaient réunis pour voir. C'était un événement malheureux, un événement malheureux. Moi, j'ai dit au gouverneur, qui est mort aussi, je lui ai dit, pourquoi ne pas filmer pour garder, c'est un témoignage. Alors on me dit non, 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 c'est une affaire qui va être réglée. Je pense qu'il croyait que c'est une histoire qui va se terminer avec 4 ou 5 camions, ça s'arrête là. Quelques mois plus tard, après cet événement, j'ai eu un petit contact avec l'ambassadeur de l'époque, qui était M. Blabbès, et qui m'avait vraiment mis en plein milieu de sa vision à lui, qui était que l'Algérie avait vraiment tourné le dos d'une façon définitive au Maroc. Je crois, ma foi, qu'il avait bien raison, si l'on en juge par les événements qui suivront après. Même l'ouverture des frontières n'a pas pu atténuer cette densité de tension. Je suis rentré pas longtemps après, parce que d'abord il y a eu la reconnaissance de l'Algérie de ces mercenaires qu'on appelle le Polisario, et il y a eu ensuite cette histoire d'expulsion. Et vous savez, quand un ambassadeur fait face à des situations comme ça, il n'a pas 36 solutions. Il faut absolument, ou carrément on coupe les relations. D'ailleurs, on avait, si vous voulez, une interruption dans nos relations pendant assez longtemps. Ou alors l'ambassadeur va rester là-bas, quoi faire? J'avoue qu'à cette occasion-là, bien que j'entretenais des relations excellentes avec les frères algériens, les responsables que j'ai tous connus, je dois dire que je n'ai pas rencontré à mon départ ni les attentions et encore moins les égards. Je suis parti, et je ne vous cache pas que je suis parti dans des conditions assez déplorables. On était dépourvus de tout, quoi. L'argent, quand vous parlez d'argent, combien d'argent il faut pour quelqu'un qui va reprendre sa vie à zéro? Il faut un logement. Il faut des vêtements, il faut de la nourriture. Donc je ne crois pas qu'il y avait quelqu'un qui avait de l'argent suffisant pour pouvoir redémarrer sa vie. جيبونا ديريكتومون الخيريه في وجده تماك فين انستالينا حطينا حوايجنا داكشي باش غنباتو حيت البرد بالليل وداكشي ما عندك فين غتمشي قلنا غتقعدوا هنايا باش غادي يديروا الاجراءات والاحصائيات وداكشي بقينا اون سيمين حنا هذاك في الخيريه بالليل ما كناش كنقدروا الناس وعاد كيجيونا لي زونغواس وداكشي تولفنا تكوني مرتاحه وسقتو في البرد
وبدينا كيجينا كنهترفوا بالليل، اما كتسمعي كتضربك الفيقه كتحس براسك راكي في داركم، كتلقي راسك كديريها كتشوفي البز وتشوفي الناس اللي ناعسين معاك في القسم. كانت شويه حاله صعيبه. Petit à petit, la vie s'organise dans les camps. Régulièrement, des aides internationales y sont acheminées, notamment celles de la Croix-Rouge et du Haut-Commissariat aux réfugiés. Ce qui ne devait être qu'une solution provisoire s'installe dans la durée. Quelques rares chanceux quittent les camps pour louer une petite maison quand ils ne sont pas hébergés par la famille. Le reste, la grande majorité passera des années sous les tentes. Malgré tous les efforts de l'État et la solidarité des Marocains, leur vie ne diffère pas beaucoup de celle de tous les réfugiés. Promiscuité, épidémie, exclusion. تما فين عرفت شنو هي المعاناة الحقيقية، انه كيصيف كيشتا راكي في قيطون 40 درجة في وجدة ولا 5 درجات تحت الصفر راكي في قيطون. الماكلة بالبونسيون انه كيجيو مع 12 كيعطوك الحريرة ولا يعطوك اللوبيا ولا كانوا من الخميس للخميس كيعطونا اللحم الجمل، تعرفي كتسني داك الخميس باش تاكلي اللحم. Ils nous ont mis dans une fourgonnette, dans une estafette, et ils nous ont envoyés à la foire de Casablanca. C'est là qu'on a été accueillis. On était logés là-bas, dans des pavillons. C'est un grand pavillon, et chaque famille prenait un coin avec des couvertures de séparation. Donc, et on a passé là-bas 6 mois. 6 mois à la foire internationale de Casablanca. الوالد تي اوبليجي باش يبدل الحرفه، بدا كيعاونوا في البني وداك الشيء. المهم كان مصدر، كان واحد المدخل هذا شراين بيسكليت وانايا تقيدت في المدرسه. غير داك لو في انه مدارينا في المدرسه بوحدنا ما عندنا علاقه بالمدارس الاخرى، هو اللي بديت من بعد عاد بدينا كنحسوا بانه بحال اللي هي ماشي مقصوده ولكن فيها واحد التاثير نفساني سلبي على بيناتنا. À Figuig, le refoulement des Marocains a profondément blessé mais n'a pas beaucoup surpris. Il avait comme un air de déjà-vu. 12 ans plus tôt, les Marocains d'Algérie, dont beaucoup originaires de Figuig, avaient été sacrifiés sur l'autel du premier conflit frontalier entre les deux voisins. C'était en 1963, pendant la guerre des Sables. Quelques expulsés encore sous le choc avaient alors pris les armes, la rage dans le cœur pour défendre Figuig contre l'attaque algérienne, aux côtés de dizaines d'autres volontaires marocains. J'ai insisté de travailler avec eux, je donnais la main à avoir tout ce qu'ils ont demandé. Ensuite, ils m'ont expulsé au bout de 24 heures. Premier plan, c'est mon père, connu avant cette photo-là comme étant un grand ami des Algériens. Il symbolisait la solidarité entre les deux peuples
mais en même temps, le grand creux dans ces relations-là, parce que durant la guerre des sables, Figuig a été bombardé. Et pour mon père, ce geste-là était impardonnable. En 1961, quelques mois seulement après son accession au trône, feu le roi Hassan II conclut un accord avec Farhat Abbas, alors président du gouvernement provisoire d'Algérie. Le leader algérien y reconnaît le caractère arbitraire de la délimitation par la France des frontières entre les deux pays. Il s'engage à trancher la question une fois l'indépendance de son pays acquise. Un an plus tard, l'Algérie est libre, mais Farhat Abbas est évincé. Ahmed Ben Bella ne va jamais honorer l'engagement de son prédécesseur. Les frontières maroco-algériennes deviennent dès lors une véritable source de tension. Nous avons appris que ce poste en territoire algérien avait été occupé passé le Baïda et Tindouf, à 50 km à l'intérieur du territoire algérien. Nos troupes ont intervenu normalement, comme ils font d'ailleurs assez souvent avec les troupes marocaines, et ordinairement les choses se passent, sinon amicalement, du moins correctement, raccompagnent ces troupes jusqu'à la frontière. Malheureusement, ce jour-là, tel n'a pas été le cas. Au moment où nos troupes sont intervenues, il y eut échange de coups. Le 8 octobre 1963, l'armée algérienne attaque un détachement des forces armées royales à Hassi Baïda, près de Bchar, à une centaine de kilomètres de Figuig. 10 soldats marocains sont tués. Les forces de l'armée royale ripostent. Très vite, les affrontements s'étendent à Tindouf et à Figuig. C'est la guerre des sables. Les troupes algériennes, d'après les derniers renseignements qui nous sont parvenus, ont pénétré de plusieurs kilomètres sur le territoire marocain, se forçant et réussissant à occuper les hauteurs dominant la ville de Figuig. Un bombardement extrêmement violent a eu lieu. On déplore des victimes parmi les civils et la petite garnison militaire qu'il y avait à Figuig. Car en fait, il n'y avait à Figuig qu'une compagnie de l'armée royale. Je souhaite que le nombre des victimes ne s'étende pas au-delà de ce qui est déjà constaté. Trois semaines et des dizaines de victimes de part et d'autre plus tard, au Mali, le Maroc et l'Algérie concluent un cessez-le-feu. La trêve est scellée noir sur blanc par feu le roi Hassan II et le président Ben Bella en octobre 1963 à Bamako, sous les auspices de l'Organisation de l'Unité africaine. 6 ans plus tard, feu le roi Hassan II et Houari Boumediene signent à Ifrane un traité de fraternité et de bon voisinage. L'accord est censé résoudre définitivement le contentieux frontalier opposant les deux pays. Presque 40 ans plus tard, ces frontières continuent d'alimenter les tensions entre les deux voisins. La guerre des sables n'aura duré que 2 semaines, mais ses conséquences seront bien lourdes. Les habitants de Figuig en savent quelque chose. Ils y ont laissé ce qu'ils avaient de plus cher, leurs hommes et leurs terres. Des centaines d'hectares de terres agricoles, des milliers de palmiers dattiers ayant toujours appartenu aux riverains passeront petit à petit du côté algérien sous le regard impuissant de leurs propriétaires. À seulement 3 kilomètres de Figuig, c'est tout un village, le village de Beni Ouennif, qui basculera de l'autre côté. Les Algériens commenceront par exiger des laissez-passer aux agriculteurs marocains, mais finiront à partir de 1975 par leur interdire définitivement l'accès à leurs propres terres.
وكنا كنمشيو مع الوالدين ديالنا وكنقطعوا النخل. كنا كنعوموا هنا، هذه هي البلاصه ديال العومان ديال الدراري الصغار، كاع هذه المنطقه كانوا كيعوموا فيها في الصيف، وكنا كندوزوا هنا. هذا هو البلاج ديالنا في الحقيقه ديال هذا ديال فيكيك. اليوم راه مع الاسف راه ما نقدروش نقطعوا دابا الواد. دابا هو النخل غير ليه الملكيه ديالنا الى اخره، ما نقدروش نقطعوا ليه. احساس ديال الناس البلاد فاش يجيو هنا، يعني واحد الحسره عميقه جدا. هو ديال الاجيال اللي دازو هنا، اللي خدموا، ولكن un jour ou lendemain كلشي تضرب في زيرو. يعني L'accord qui a été fait, qui a été signé en 72-73 à Ifrane entre Boumedienne et le roi Hassan II, avait pris comme frontière le fleuve, et en réalité c'est pas le fleuve, c'est la montagne, et donc ce qui fait que des terres de propriété marocaine, et de ma famille aussi, se trouvent de l'autre côté, et légalement, quand je dis légalement au niveau de la propriété privée, c'est toujours notre propriété, même si la souveraineté de ce territoire est une souveraineté algérienne. Entre 1963 et 1976, plus de la moitié des habitants de Figuig ont été dépossédés d'une partie ou de la totalité de leurs terres. La plupart d'entre eux gardent encore des titres de propriété datant parfois de plus de 2 siècles. Organisés en association, les victimes se battent depuis des années dans l'espoir de récupérer leurs biens.